vérification, est-ce que déjà vous m'entendez bien? Est-ce que ceux qui sont sur le chat peuvent juste envoyer un pouce ou quoi pour me dire que tout est OK, que vous m'entendez? Ouais, génial. Bon, bah parfait. C'est parfait. Merci d'être là pour cette première. Non, je rigole parce que je vois Olive derrière qui se bat avec la technique. C'est pour ça. Aujourd'hui, on essuie les plâtres. Donc, on va s'amuser. Peut-être il y aura des couacs. Peut-être qu'à un moment donné, je vais devoir me lever pour aller regarder un truc. Bref, on se familiarise avec tout ça. Peut-être même que je vais m'amuser à un moment donné à vous montrer comment c'est l'envers du décor. Je vais peut-être prendre une photo d'ailleurs, parce que ça va être rigolo. Olive, vas-y, fais ton plus beau sourire. Voilà. On vous la mettra sur les réseaux pour vous montrer un peu comment ça se passe. Donc, viens voir le doc, le live thérapeutique. Alors, ça va être une émission sur le vivant, la psychologie, sur la thérapie, sur le lien à l'humain. Bref, l'idée, c'est qu'on va essayer d'échanger ensemble. Je vais essayer de traiter des sujets de fond. Je vais également essayer de réagir à vos questions, d'interagir avec vous. Et de temps en temps, je vous proposerai également des expériences. L'idée, en fait, c'est qu'on a construit cette émission comme un guide de survie à la jungle humaine. Notre idée, encore une fois, c'est d'essayer de partager avec vous mon expérience de cabinet, ce que mes patients m'ont appris, ce que je découvre, pour essayer que vous puissiez piocher quelques clés là-dedans. Comme je vous l'ai dit, toute la soirée, Olive sera derrière avec nous. Il me fera remonter toutes les questions que vous pourrez poser sur le chat, toutes vos remarques, parce que moi ici, j'ai pas d'ordinateur, j'ai rien, j'ai juste ma tablette avec laquelle j'ai tout mon fond, tout mon contenu. Donc si à un moment donné vous me voyez comme ça, c'est que je vais piocher un peu les idées et je vais essayer d'animer ça. On est parti? Eh bien on est parti. Pouvoir et devoir, devoir et pouvoir. Pourquoi en fait le thème de cette soirée j'ai décidé en fait de commencer chacune de ces émissions par une question: comment je me sens? Alors pourquoi je pose cette question, comment je me sens? Pas juste pour étaler mes états d'âme sur le net, aucun intérêt. En fait, comment je me sens? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens? C'est la question que Olivier, que Jennifer, que moi, on pose dans nos cabinets quasiment toute la journée. Si on ne la pose pas 15 fois par heure minimum à nos patients, on ne la pose pas une fois. Parce qu'effectivement, vous le savez, j'ai créé un truc qui s'appelle la thérapie incarnée. On pratique cette thérapie, une thérapie qui met vraiment le corps au centre. Donc, j'ai décidé d'ouvrir chacune de ces émissions justement par cette question: comment je me sens, qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens? Très honnêtement, un peu stressé. Parce que parler à une caméra, c'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire. Moi, j'ai l'habitude d'avoir des salles, d'interagir avec les gens, qu'on vienne me chercher. J'ai l'habitude de faire des formations. Bref, moi, j'ai l'habitude d'avoir du lien. Là, je vous avouerai d'avoir un petit rond avec marqué Sony dessus, c'est un peu complexe. Heureusement que j'ai mon pote derrière qui se marre de temps en temps et que je vois jouer avec les boutons, sinon je me sentirais vraiment seul. Deuxième chose, forcément, ce stress, soyez un peu indulgent avec nous. Par contre, n'hésitez pas à faire remonter des critiques, alors constructives. Si c'est pour me dire: Alain, t'as une sale gueule, ou la technique c'est de la merde, ou l'émission c'est pourri, évitez. Par contre, si vous avez des suggestions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas effectivement à les faire remonter dans le chat avec plaisir. Comment je me sens? Pour être très honnête avec vous, je traverse une période qui n'est pas évidente dans ma vie en ce moment. Certains pourraient appeler ça une crise de sens. Je me pose beaucoup de questions actuellement sur mon métier, sur pourquoi je continue à le faire, pourquoi je continue à monter sur scène, pourquoi je forme, est-ce que j'ai envie de continuer à former? Je vais être très honnête avec avec vous, pardon. Je me pose beaucoup de questions en ce moment. Et cette émission, elle en a un peu le fruit aussi parce que je traverse vraiment cette période particulière où il y a beaucoup de choses qui se percutent. Sans rentrer dans le détail, je vis une vie perso qui est plutôt intéressante et j'ai la chance de partager une vie de famille assez intense. Voilà, je partage ma vie avec deux personnes que sont ma femme et mon beau-fils. C'est plutôt très intéressant et j'ai énormément de chance de les avoir. J'ai la chance d'être beau papa, j'ai la chance de voir grandir un petit bout. Alors moi, je voulais pas être papa et c'est un cadeau qu'on m'a fait, entre guillemets, j'ai vraiment cette chance-là.
Et en même temps, je trouve qu'on est dans une période, le contraste, il est là, il est dans la violence qu'on traverse en ce moment, dans cette période, ce manque de sens, etc. Alors, je ne vais pas faire de la démagogie, hein. Vous avez tous une télé, vous avez tous des réseaux sociaux, vous avez tous... Il se passe vraiment beaucoup de trucs en ce moment complexes. Et même dans mon cabinet, c'est des choses que je ressens, en fait. Et sans partir, encore une fois, dans tout ce que vous voyez, vous, autour de vous, je vais partager, moi, ce que je ressens en cabinet, ce que je vois en cabinet. Je traverse une période où en principe, quand vous êtes thérapeute, vous n'avez pas... Enfin... Et encore, non, c'est pas vrai, j'allais vous dire, vous n'avez pas à être indigné, révolté, non, c'est faux. C'est quelque chose que je prône, nous sommes des êtres humains, et moi, en cabinet, je suis régulièrement révolté, indigné. Tout à l'heure, avec Olive, on en parlait, lui aussi, il a vécu quelque chose là qui l'a indigné, effectivement, dans son cabinet. Alors, c'est pas parce qu'on est indigné qu'on pète les plombs dans le cabinet, c'est juste qu'on est traversé par ces émotions. Et pour vous le faire, en gros, là, très rapidement, en ce moment, j'ai une gamine de moins de 15 ans qui vient de se suicider, donc j'ai sa mère avec moi. J'ai une gamine qui, elle, a assisté aux multiples tentatives de suicide de son beau-père, à la violence faite sur sa mère, et on n'arrête pas de me l'amener pour que j'essaie de recoller les morceaux avec elle. Je vois des gamins qui sont complètement délaissés par leur père parce que le mec refait sa vie et il a autre chose à gérer, quoi. Il préfère partir en vacances que s'occuper de ses gamins. Ses gamins, il les récupère, il les laisse à ses grands-parents, à ses machins. Enfin bref, c'est une catastrophe. Et moi, je vois les gamins et la mère et je vois tout ce qui est effondré. Je vois une gamine qui s'est battue depuis ses 14 ans pour essayer de sortir d'une famille complètement toxique avec une mère vraiment très délétère, maltraitante, voilà, que j'accompagne depuis maintenant 5 ans pour qu'elle sorte de là. Elle arrive enfin à sortir de là, elle touche enfin le Graal, elle a son appartement, etc. Et puis un coup dur vient cisailler en deux sa vie et elle est obligée de repartir chez sa mère et de refaire face à toutes ces incohérences. J'ai un jeune actuellement qui est ultra talentueux et il a été abandonné par son père, il est harcelé à l'école. Et en fait, il vient me voir parce qu'il n'a qu'une envie, c'est de se foutre par la fenêtre. Et j'ai une gamine qui vient me voir, qui a aujourd'hui 16 ans, et qui vient me voir parce que elle subit des attouchements depuis ses 4 ans par son frère. Et elle a osé parler à l'âge de 11-12 ans. Et il y a quelques personnes dans sa famille qui ont osé se positionner. Tout le reste lui ont dit qu'en gros, c'était sa faute ou qu'il fallait se taire. Enfin, vous savez, le truc de si on t'a violé, c'est que ta robe, elle était trop courte. Enfin, tout ce genre de trucs-là qui sont juste révoltants. Donc voilà, je suis un peu passé par tout ce genre de trucs-là. Alors vous allez dire, c'est pas très gai, effectivement. Mais en fait, ce qui ressort de tout ça, c'est l'espèce de non-conscience de la plupart des êtres humains, de l'impact de leur comportement sur leurs semblables, encore plus quand leurs semblables sont vulnérables. En fait, je me rends compte que, au travers de mon métier, les 3/4 des gens n'ont absolument pas conscience des impacts de leur comportement sur leurs congénères, sur les personnes qui sont autour d'eux. Et je ne parle même pas de ce que vous voyez dans votre vie sociale ou dans votre vie professionnelle. Non, non, je parle vraiment dans le cocon de nos familles, dans le cocon de nos liens d'amitié proches, etc. On ne se rend pas compte à quel point un simple geste peut vraiment détruire un être humain. Je vais essayer de vous donner 1 ou 2 exemples avant de rentrer dans cette soirée. Quand je forme les thérapeutes, c'est vraiment mon cheval de bataille. Je dis souvent qu'en thérapie incarnée, il y a 2 grands piliers. Il y a la notion d'expérientiel et il y a la notion de relation. Ce sont les 2 choses avec lesquelles on travaille. Je rentrerai peut-être une autre fois sur cette thématique-là. Mais en gros, je pense et je prône et je dis que tout thérapeute, toute personne qui travaille dans la relation d'aide, est un artisan de la relation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes des spécialistes de la relation. La relation est un art et on doit véritablement prendre soin de ça. Et en tant que thérapeute, en fait, on a un grand pouvoir sur les gens. Alors quand je dis ça, il y a peut-être des thérapeutes qui vont avoir les cheveux qui se lèvent comme ça, mais je vais m'expliquer. Ça veut dire quoi qu'on a un grand pouvoir sur les gens? Ça veut dire qu'en fait, si on revient sur l'étymologie du mot pouvoir, ça veut dire avoir autorité, avoir puissance sur des personnes, avoir des moyens d'action sur quelqu'un ou sur un tiers.
Et c'est vraiment ça, en fait. On a vraiment une autorité, on a vraiment des moyens d'action sur les personnes qui viennent nous voir. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une personne qui vient nous voir en cabinet, par définition, elle vient nous demander de l'aide. Ça veut dire qu'elle est vulnérable, qu'elle a des faiblesses, qu'elle a des blessures, bref, que intrinsèquement, le simple fait de venir demander de l'aide, elle se place dans une relation qu'on appelle dissymétrique. Et donc ça veut dire que nous, implicitement, on peut être placé dans une posture d'autorité, une posture de pouvoir. Et encore une fois, ça va engendrer des postures qui peuvent être de supériorité, d'ascendant, etc. Le problème, c'est que ça, c'est un leurre. C'est vraiment une chimère. C'est-à-dire qu'en fait, ce pouvoir qui nous est offert sur un plateau, c'est le plus grand danger. C'est notre plus grande responsabilité, en fait. J'avais une nana dans mon cabinet, là, cette semaine. Elle vient me voir parce qu'elle a un immense problème avec les hommes. Je vous la fais en version courte. Tous les hommes de sa vie l'ont soit maltraité, soit humilié, soit rabaissé. Et cette nana, elle vient me voir, moi, un mec qui, on a à peu près, entre guillemets, le même âge. Et forcément, en fait, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'elle s'est mise à nu, qu'elle est rentrée dans une relation d'intimité, en fait, avec sa famille, on l'a massacrée, on lui a fait du mal. Et là, elle rentre dans un cabinet où elle va devoir re-rentrer dans une relation d'intimité. D'accord? On verra ce que ça veut dire une relation d'intimité, d'accord? Et elle va devoir faire ça face à un homme qui potentiellement peut encore une fois lui faire du mal. Et en fait, tout le travail qu'on fait ensemble, c'est justement d'arriver à lui faire expérimenter une relation avec un autre être humain et surtout avec un homme, dans lequel cet homme peut avoir un pouvoir mais ne va pas s'en servir. Et va au contraire lui proposer une relation sécure, va lui faire vivre de la sécurité. Pour que petit à petit, elle arrive et elle ose à nouveau se montrer vulnérable et qu'on puisse à nouveau travailler sur ses blessures. Ça a l'air fou, hein? Mais l'idée, encore une fois, c'est que nous n'avons que des devoirs face à ces gens-là. Nous avons une immense responsabilité. Et en fait, à chaque fois qu'on nous pose ce pouvoir-là, nous devons faire en sorte de ne pas nous en servir pour justement être dans la relation et être dans nos devoirs, dans l'éthique, dans les valeurs. Malheureusement, il y a plein de personnes, pour X raisons, je n'entrerai pas là-dedans, je ne ferai pas de démagogie encore une fois, mais qui ne vont pas percevoir ça et qui vont détruire cette relation-là, ou qui vont se servir de ces blessures de manière consciente ou inconsciente, et qui vont fracasser les relations pour juste créer encore une fois des traumas. Et encore une fois, en tant que thérapeute, on a d'immenses responsabilités là-dessus. Le deuxième exemple que je vais vous donner, c'est les couples. Le couple, par essence, c'est le lieu d'intimité. Donc je reviens sur la notion d'intimité. En fait, l'intimité, c'est pas le cul. L'intimité, c'est quoi? C'est la vie profonde, c'est notre nature essentielle, c'est ce qui en principe est caché de l'extérieur. Dit autrement, l'intimité, c'est faire l'expérience de se mettre à nu face à l'autre. Et se mettre à nu, ça veut dire quoi? C'est montrer tout ce qui est beau, mais également tout ce qui est laid. C'est montrer nos forces, mais également nos faiblesses. C'est montrer ce qui va bien, mais montrer nos blessures. Et en fait, la relation d'intimité, c'est vraiment ça. Et dans quel contexte on vit des relations d'intimité? En principe, c'est avec nos familles. C'est avec la personne qui partage notre vie, c'est avec nos enfants. Et dans le couple, c'est le lieu de l'intimité. C'est d'ailleurs le point central. On va se mettre à nu à un moment ou à un autre face à l'autre. Et l'idée, c'est que ce qui fait couple, c'est l'espèce d'accord tacite, mais qui est essentiel, qui dit à peu près la chose suivante. Tu me donnes accès à ce que tu es, à tes blessures, et moi, de l'autre côté, je vais les respecter. Je te garantis que je vais en prendre soin, et surtout jamais au grand jamais, je vais m'en servir ou je vais les piétiner. En fait, c'est ça, être un couple. Et il y a beaucoup de personnes qui n'en ont même pas conscience. Je vis des choses dans mon entourage où je vois tous les jours des personnes qui se mettent à nu, qui osent enfin ou qui traversent des périodes difficiles, et c'est dans ces moments-là que celui qui partage leur vie va les massacrer ou piétiner ça ou s'en servir. Et l'idée, encore une fois, c'est que être capable de se mettre à nu et faire en sorte que l'autre alors j'allais dire prendre soin, au minimum
ne se servent pas de ces blessures, c'est le contrat tacite, c'est la condition essentielle pour être en sécurité dans un couple, pour construire et faire famille. Et pourtant, je suis sûr que si vous regardez ça, vous avez plein d'exemples peut-être dans votre vie personnelle où ça n'a pas été respecté. Alors j'aurais pu vous parler de politique, j'aurais pu vous parler d'entreprise, même d'hypnose. L'hypnose, c'est le lieu de la relation de pouvoir, d'accord? Tous les hypnos, de manière implicite ou implicite, courent après ça sans le savoir. Et en fait, l'être humain, il est fasciné par le pouvoir. Et dans de nombreux cas, il est prêt à tout pour l'obtenir, d'accord? Vous pouvez regarder partout autour de vous, vous voyez des personnes qui sont prêtes, qui sont avides de pouvoir, et dès qu'ils obtiennent, quel que soit le pouvoir, ils vont devenir fous. Je dis souvent quand j'interviens en entreprise, si demain vous avez une équipe, vous voulez faire péter l'équipe, c'est hyper simple. Vous nommez Marc responsable de la photocopieuse, vous nommez Sophie responsable de la clim, vous nommez Jean-Pierre responsable de la poubelle, vous faites ça, et vous allez voir qu'au bout de 2 semaines, c'est Hiroshima. Parce que comme j'ai un tout petit pouvoir sur les autres, il y a plein de choses qui vont se jouer. Avoir du pouvoir, c'est essayer de lutter contre notre impuissance inhérente à notre condition d'être humain. C'est essayer de se placer en fait au-dessus de l'être humain pour être un peu moins être humain, pour être un peu moins vulnérable, pour se rassurer. Mais en fait, avec le pouvoir, comme je vous l'ai déjà dit, c'est la notion de responsabilité qui vient en premier. Le pouvoir nous rend fait responsables. Il nous impose des devoirs éthiques, des valeurs, etc. Donc c'est ça dont on va parler cette soirée, dans les 40-45 minutes qui viennent. On va parler vraiment de pouvoir et de devoir au travers de différentes chroniques, au travers de différents items, d'accord? Et n'hésitez pas à réagir. Si d'ores et déjà vous avez des réflexions ou des questions, n'hésitez pas. Ah, il y a Olive qui vient. Pourquoi? C'est mieux? Ah d'accord, il va falloir que je fasse un truc. Ok. Bon, bonsoir à vous. Donc, j'ai votre chat. Olive m'a délégué la responsabilité. Je règle. Ah, tu l'as aussi? D'accord. Parce que moi, je ne vais pas pouvoir le lire complètement tout le temps, mais je le mets là. Je le mets là. Ah. Donc, on est parti. J'avais envie de m'essayer à un exercice avec vous. Pour cette première rubrique, j'avais envie de partager une espèce de chronique avec vous, de préparer un texte. En règle générale, vous avez vu, je vais interagir, vous me donnez 2 € et je brode. Mais j'avais envie d'essayer de vous préparer un texte et d'essayer de vous le lire un peu comme si vous étiez à la radio, comme si vous écoutiez. J'ai essayé de prendre un thème et j'ai essayé de le développer. Donc, c'est une première pour moi, on va voir ce que ça donne. Cette chronique, elle a le titre suivant, « Enfants, arrêtons le massacre ». Nous avons, nous, chaque adulte, chaque parent, un devoir vis-à-vis de chaque enfant qui croise notre vie. Et j'ai bien dit chaque enfant qui croise notre vie. Je n'ai pas dit que nos enfants. Ce devoir, c'est faire que leur sécurité soit la priorité absolue. Quand vous exercez le métier de thérapeute, vous êtes exposé au pire de la souffrance humaine. Votre quotidien est coloré de traumatismes, de phobies, de douleurs, d'insécurité. Et bien entendu, vous êtes le témoin des plus grandes déviances et perversions de l'humanité. Abus sexuels, inceste, attouchement, viol, violence physique ou verbale, maltraitance, agression, humiliation, harcèlement, abandon, tromperie, injustice, bref, tout un tas de psychopathologies, de déviances, quand on ne parle pas de torture et de barbarie. Être thérapeute, en fait, c'est pouvoir naviguer dans Être thérapeute, c'est pouvoir naviguer dans les ondes les plus sombres de l'humanité. Et bien entendu, pour naviguer dans ces eaux troubles, ça ne s'improvise pas. Car les dommages peuvent être énormes sur les patients comme sur nous thérapeutes. Ça demande formation, supervision, travail sur soi. Après 15 ans de pratique, 15 ans d'expérience, plus de 15 000 séances effectuées, un nombre important de conférences, de formations, de séminaires, j'ai rencontré des milliers de personnes et j'ai entendu des milliers d'histoires. Et il y a une chose en fait qui cesse de me révolter. La manière dont l'espèce humaine se bat pour la force, pour le pouvoir, pour ensuite les utiliser à des fins de contrôle et de soumission. Ça, c'est quelque chose qui est récurrent. Mais si je sais que
derrière chacun de ces comportements, il y a la peur. Je reste abasourdi devant la maltraitance de ceux qui sont plus faibles physiquement, mentalement ou socialement. Je suis abasourdi de voir que les violences de toutes sortes sont une réponse à nos peurs profondes. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Dans la grande majorité des cas, en fait, les violences sont des réponses à nos peurs profondes. Ainsi, je compte plus le nombre de femmes, d'enfants, de personnes porteuses de handicap, brisées, terrorisées, qui entrent dans mon cabinet chaque semaine. Vraiment, nous sommes une espèce archaïque. Malgré notre savoir accumulé et nos sociétés soi-disant évoluées, peu d'êtres humains sont véritablement conscients des conséquences de leur comportement sur leurs congénères. Et encore moins sur leurs enfants, sur nos enfants. Car oui, c'est ça aujourd'hui dont je vais parler, l'impact de nos comportements sur nos enfants. C'est cela qui me révolte le plus au quotidien. Cette simple chose, si facile à comprendre, est pourtant largement ignorée. Nous avons, nous, chaque adulte, chaque parent, un devoir vis-à-vis de chaque enfant qui croise notre vie. Faire que leur sécurité soit notre priorité absolue. Rémi entre dans mon cabinet. Alors, quand il entre, il est complètement perdu. Sa compagne n'arrête pas de lui reprocher qu'il ne la protège pas assez, qu'il ne lui donne pas assez d'attention, qu'il ne la place pas au centre de sa vie. Pourtant, Rémi, il fait son maximum. Il a organisé toute sa vie autour d'elle. Très vite, ils se sont mis en ménage. Il a coupé les ponts avec bon nombre de personnes de son passé et, au quotidien, il fait tout pour essayer de la rendre heureuse. Il fait de son mieux pour la rassurer. Il fait tout pour faire en sorte qu'elle se sente importante. Le problème, c'est que Rémi a 2 enfants en garde alternée, dont une fille. Lui est papa poule. Il aime sa fille et son fils, et il tente de leur donner ce qu'il y a de mieux, et surtout ce que lui, il n'a pas eu dans son enfance, de l'amour et du partage. Mais cela met en insécurité sa compagne. Si jamais il passe trop de temps avec sa fille, s'il est trop proche d'elle, elle va lui reprocher, elle va commencer à lui faire des remarques, lui dire que la relation avec sa fille est bizarre, qu'elle prend trop de place. Et cela peut dégénérer très vite. Les reproches font place aux insultes et des fois aux violences, parfois même du dénigrement et de l'agressivité à l'égard même de sa fille. Les crises peuvent également subvenir si jamais Rémi se trouve avec son ex-femme pour un rendez-vous scolaire ou médical, ou simplement s'il est avec cette dernière pour discuter de ses enfants. Là, les crises de jalousie explosent. C'est sûr, tu me trompes. C'est pas normal, je devrais être là avec vous. Je devrais assister à vos discussions. Tu me respectes pas, tu me traites pas bien, t'es pas un homme. Et je vous mets de côté tous les noms d'oiseaux et tout ce qui se passe. Le truc, c'est qu'il est terrifié à l'idée de la perdre. Parce qu'il l'aime. Il l'aime comme il n'a jamais aimé personne. Le problème, c'est qu'il ne sait plus comment réagir. Et quand il arrive, il me pose la question, il me dit « Alain, qu'est-ce que je dois faire ?» Alors on pourrait faire une émission entière sur l'insécurité de sa compagne, les conséquences que ça a sur la relation. Je pourrais lui dire qu'il n'arrivera jamais à la sécuriser, parce qu'en fait, c'est sécuriser une personne comme ça, c'est essayer de remplir le Grand Canyon avec une pelle, on n'y arrivera jamais. Et qu'en fait, c'est à elle de bosser sur ses blessures. Mais là, c'est absolument pas ce qui m'intéresse. Qu'on soit clair, en tant que thérapeute, jamais je ne donne de conseils ni ne fais de suggestions à mes patients, car c'est se positionner au-dessus d'eux. C'est de prendre le pouvoir sur eux. C'est leur dire, moi, Alain, je suis mieux placé que Rémi pour savoir ce qui est bon pour Rémi. Donc, encore une fois, jamais je ferai ça. Mais, oui, il y a un mais. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Protéger ses enfants. Comme le montre la théorie de l'attachement, on en reparlera tout à l'heure dans l'émission, l'affection, la reconnaissance, la sécurité que donnent les parents aux enfants sont un besoin vital, aussi essentiel que de respirer ou boire. Sans sécurité, il n'y a pas de développement correct. C'est pour cela que nos enfants doivent être notre priorité. Car ils n'ont pas la capacité d'être responsables et autonomes. C'est la différence d'ailleurs fondamentale entre un enfant et un adulte. Leur vie, leur développement et leur survie dépendent entièrement de nous. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de répéter souvent dans nos conférences. Nos enfants n'ont pas demandé à naître.
Alors que ce soit par besoin biologique, parce que je veux une famille, pour transmettre, pour combler un manque affectif, pour matérialiser le fruit de notre amour, ou simplement pour pas être seul plus tard, on fait toujours un enfant pour soi. Ou bien entendu par accident, hein, d'accord? Mais concrètement, on fait toujours un enfant pour soi. Dans les deux cas, nos enfants n'ont jamais demandé à être là, ils n'ont rien demandé. Nous avons des devoirs et non des pouvoirs vis-à-vis d'eux, car leur vie et leur développement dépendent encore une fois entièrement de nous. À l'inverse, eux n'ont aucun devoir vis-à-vis de nous. Mais ça aussi, on en reparlera plus tard à la fin de l'émission. Encore une fois, chaque adulte, chaque parent a un devoir vis-à-vis de chacun des enfants qu'il croise, faire de leur sécurité une priorité absolue. Oui, j'ai dit que nous avons des devoirs et non un pouvoir. En fait, j'ai bugué, excusez-moi. Je vais adresser un message à tous les beaux papas et à toutes les belles mamans qui nous regardent et qui peut-être croiseront cette vidéo. Je suis moi-même beau papa. Depuis 4 ans, comme je vous l'ai dit, j'ai la chance d'avoir un petit bonhomme qui court comme ça dans la maison. Et qu'on soit bien clair, être beau-père, belle-mère, c'est un rôle qui est vraiment, mais alors vraiment pas facile. Oui, on arrive au milieu d'une histoire parfois difficile. On est parfois au milieu d'un champ de bataille familial, entre le papa, la maman, l'enfant, etc. Oui, également, il est très compliqué de trouver notre place entre le parent et l'enfant ou les enfants. Et oui, nous avons au départ été séduits par une relation avec l'homme ou la femme, pas avec le papa ou la maman. Mais, oui, car il y a encore un mais, nous avons le devoir de construire avec le père ou la mère. Même si on a été séduit par la femme, si on rentre dans la relation, on va être obligé de construire avec la mère. Et ça signifie quoi? Ça signifie qu'en tant que beau-père ou belle-mère, on doit accepter qu'on ne sera jamais les numéros 1. Ça signifie quoi? Ça signifie que je suis désolé, mais le ou les enfants passeront tout le temps avant, car c'est une nécessité absolue pour leur développement. C'est d'ailleurs une des choses que j'admire le plus chez ma femme. Si elle me regarde, je lui fais un bisou. Le fait que son enfant, son développement soit sa priorité. Et c'est d'ailleurs une des règles entre nous depuis le début. Depuis le début, je lui ai dit, je serai toujours numéro 2. Et si jamais un jour tu me fais passer avant lui, si jamais un jour cet enfant n'a pas la priorité, c'est moi qui partirai. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas donner de cadre, de règles, que la relation homme-femme ne compte pas. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Je ne dis pas que la relation parent-enfant doit phagocyter tous les espaces, sans donner aucune place à la relation homme-femme. D'ailleurs, bon nombre de couples explosent à cause de cela. Non, tout est une question d'équilibre. Le problème arrive quand les personnes confondent les rôles. Nous avons tous plusieurs rôles dans plusieurs relations. Par exemple, il y a la femme et le mari qui ont un certain type de relation, un certain type d'intimité. Et puis, il y a la maman, son enfant et le beau-papa que je suis, par exemple, qui ont une autre forme de relation. Par exemple, lors du week-end de garde du fils de ma femme, les espaces famille ont forcément la priorité sur les espaces intimité de l'homme et de la femme. C'est normal. Et être jaloux de l'amour qu'un parent porte à son enfant, c'est mettre en compétition des rôles, c'est confondre les niveaux relationnels. Chaque rôle, mari, beau-père, a des espaces qui lui sont propres. Et ainsi, ce ne sont pas les rôles qui doivent être mis en compétition, qui peuvent être mis en compétition, mais les espaces-temps. Et c'est là ce qui est important à arriver à gérer. Mais malgré cela, je suis désolé, si un jour il y a une compétition de contexte, pour une raison X ou Y, on a prévu de passer un week-end avec ma femme, et puis pour une raison X ou Y, on se retrouve avec le gamin dans les pattes parce que l'enfant sera toujours la priorité, c'est non négociable. Les enfants sont comme des pâtes à modeler. Tout ce qui les touche laisse une empreinte. Nous sommes des êtres de lien, d'interaction. Et c'est à travers le lien, ou plutôt les liens, que nous nous construisons. Notre personnalité, notre identité, nos valeurs, nos croyances sont issues des liens et des expériences que l'on vit au contact de nos semblables. Il faut prendre conscience que la puissance de l'impact traumatique est inversement proportionnelle à la... Je la refais. La puissance de l'impact traumatique est inversement proportionnelle à l'âge.
Dit autrement, plus je suis jeune, plus je suis fragile. Plus l'enfant est jeune, plus les expériences traumatiques et les relations insécures ont des impacts profonds. Ils créent des empreintes qui auront des conséquences importantes à l'âge adulte. Et ce n'est pas la peine de vivre des abus. Ce que j'appelle de la violence ou de la maltraitance du quotidien existe de partout. D'accord ? Je vais vous donner quelques exemples, par exemple de phrases rabaissantes. Vous savez, qu'est-ce que tu ferais sans moi ? Tu chantes vraiment comme une casserole. Ton frère, lui, au moins, il a des bonnes notes. T'es comme ta mère. Ça, je vous garantis, ça plie en quatre. Ce que j'appelle également les violences du quotidien. Cette mère qui enferme sa fille dans une pièce jusqu'à ce qu'elle finisse de manger son assiette. Ce père qui hurle car il perd patience avec les devoirs de maths de son fils. Cette grand-mère qui met son petit-fils sous la douche froide car qu'il n'arrête pas de pleurer. Ou encore une fois, les négligences anodines. Ces parents qui disent jamais je t'aime ou ne prennent pas leur enfant dans les bras car ils sont pudiques. Les mères qui ne croient pas leur fille quand, par exemple, quand elles leur disent papy, il a eu des gestes déplacés. Cette famille qui n'écoute pas, ne voit pas, n'agit pas face aux signes de détresse de leur enfant. Bref, je pourrais vous donner des tonnes et des tonnes d'exemples. Alors, arrêtons le massacre. Faisons de la sécurité de nos enfants une priorité. Les enfants qui n'ont pas reçu l'affection, la reconnaissance et la sécurité nécessaires dès leur plus jeune âge auront beaucoup de mal à développer des relations saines une fois l'âge adulte. Ces carences affectives et relationnelles seront comme une trace ineffaçable qui se traduira souvent par la recherche à tout prix d'une personne qui leur offrira ce qu'ils n'ont pas eu au cours de leurs premières années. Et bien entendu, ça va créer des énormes dépendances affectives. Mais, car oui, il y a encore et enfin un mais, tout n'est pas noir, car l'inverse est également vrai. Plus je fais l'expérience de la sécurité, de l'amour, de la reconnaissance, plus grande sera mon adaptabilité. Moins je serai vulnérable aux événements traumatiques. Plus j'aurai des relations sociales saines, une vie affective épanouie et une capacité à explorer le monde au cours de mon développement. S'il y a une chose que je ne remets pas en question, c'est qu'être parent, c'est le plus dur métier du monde. Dans mon cabinet, je reçois beaucoup de personnes angoissées face à leur rôle de parent, qui ont peur de faire mal, de faire des erreurs. D'ailleurs, spoiler, vous ferez des erreurs quoi qu'il arrive. De toute façon, devenir adulte, c'est casser ses modèles. Et en tant que parent, vous ferez forcément des erreurs. Donc, essayer à tout prix de ne pas en faire serait contre-productif. Toutefois, il y a des basiques, non négociables pour l'épanouissement futur de nos gamins. Amour inconditionnel, attention raisonnée, permettre l'exploration en sécurité tout en donnant un cadre. Et surtout, faire de son mieux. Encore une fois, nous avons une responsabilité face à chacun des enfants qui croisent notre vie. Faire de leur sécurité une priorité absolue. Nos enfants ne sont pas juste notre futur, ils sont de futurs adultes, de futurs parents, de futures femmes, de futurs hommes qui feront la société de demain. Ils sont l'évolution de notre espèce, ils sont les futurs gardiens du lien. C'est notre devoir d'en prendre soin. J'espère que je n'ai pas été trop long. Ça a duré 10-12 minutes, c'est ça dans ce là à peu près. Un peu plus, on verra. N'hésitez pas à me dire si c'était chiant, pas chiant, si... Et je peux pas, j'ai pas ton code. Ah, alors attendez, regardez, vous allez voir Olive venir sur l'écran. C'est sûr, regarde, viens prendre le... Ah. S'il y a des questions ou des réactions, n'hésitez pas. Ça arrive. On s'en sort ? Ah, bon, laisse tomber. Non, mais dis-moi si toi t'as des retours. C'est pas... Ouais. Bah, tu me l'as fait remonter, comme ça tu fais le tri. C'était beau. Merci. T'as dit quoi ? C'était beau. Ok. Ouais. Ah, il y a Grand Chien qui est en train de venir. Ça va, Grand Chien ? Viens. Viens ici. Viens là, non. Tu veux pas passer à la caméra ? Viens ici. Viens là. Viens, allez. Ah, il veut pas. Bon, vous auriez vu Marcellus, mais... Oh non, merde. Il est dessous la table, arrête. Appelle ton chien.
On va passer à l'autre partie, de notre soirée. C'est la partie coup de gueule et coup de cœur. Alors, sur les prochaines soirées, il y aura une partie React. Olive m'enverra des vidéos, etc. J'y réagirai en impromptu, en réel. Voilà. Là, ce soir, on n'a pas ça. J'avais juste envie de partager un coup de gueule et un coup de cœur. Mon coup de gueule, ça va être le suivant. Comme je vous l'ai dit, Ah, j'ai une question. Ah, Olive ne veut pas me la poser. C'est quoi la question? Je reviendrai sur la rubrique après, parce que la question, elle est vraiment bien. L'amour conditionnel à réussite, ça fonctionne aussi. C'est la plus grande des catastrophes. L'amour conditionnel à réussite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas prendre ton enfant et tu vas lui dire, voilà, si tu réussis, si tu as des bonnes notes, si en sport tu réussis, si tu me fais plaisir, bref, si tu réponds à mes attentes, je t'aime. Si tu ne réponds pas à mes attentes, je ne t'aime pas. En gros, qu'est-ce qu'on est en train de dire à la personne? C'est, si tu n'y arrives pas, tu vaux rien. Et en fait, implicitement, le message qu'on fait passer, c'est, je ne t'aime pas pour ce que tu es, je t'aime pour ce que tu représentes, fait ou accompli. Et dit autrement, en fait, on est en train d'ancrer dans la tête du gamin un truc qui ressemble à peu près à « tu ne vaux rien ». Et alors là, derrière, ça flingue tout. Parce qu'en fait, dans le reste de ta vie, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas penser en fait que tu ne peux être aimé que si tu accomplis, que si tu es utile. Et en fait, tu vas commencer à faire quelque chose d'horrible, c'est qu'en fait, tu vas commencer à ne plus répondre à tes besoins, mais tu vas commencer à regarder en permanence le besoin de l'autre pour essayer de l'anticiper. Et tu vas également, en fait, ne jamais croire qu'on peut t'aimer. Et forcément, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rentrer dans des relations, ça on en parlera tout à l'heure sur la théorie de l'attachement, tu vas rentrer dans des relations pour essayer de réparer ça en permanence, sauf que tu n'y arriveras jamais. L'amour conditionné est ce qu'il y a de pire. Et encore une fois, on peut se dire, ouais, mais je vais vous donner un exemple, c'est un très bon exemple. On n'a pas besoin, encore une fois, de frapper ces gamins pour leur faire du mal. Vous voulez juste mettre la pression à un gamin? Quand il rentre de l'école, vous lui dites, oh, t'as eu une bonne note, je suis fier de toi. Oh, je t'aime, bravo, t'as eu une bonne note, papa il est fier de toi, papa il t'aime. Et quand il rentre avec une mauvaise note, vous lui dites rien. Ou vous l'engueulez. Pire, vous lui dites que vous n'êtes pas fier de lui. Ça a l'air bête, hein? Juste ça. Vous êtes en train de faire un lien qui est, je conditionne mes déclarations d'amour, mes gestes d'affection à l'obtention d'un résultat. Et vous allez me dire, c'est anodin, mais juste ce petit truc-là, ça peut déjà détruire plein de choses. Alors pour ces exemples-là, vous allez me dire, ouais, mais comment on valorise les notes d'un gamin? Comment on les valorise? C'est très simple. Tu vas les valoriser avec, ah bah t'as eu une bonne note, bah tiens, je peux te récompenser. Ou tu as eu une bonne note, bravo pour les efforts que tu as faits. Mais par contre, à aucun moment, tu vas valoriser un résultat avec de l'amour et de l'affection. Ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Et même sur les notes, ce qui est encore plus important, c'est de ne pas valoriser une note, c'est de valoriser le processus qui m'a permis d'aller sur la note. C'est de valoriser un processus, c'est de valoriser un comportement. Parce qu'encore une fois, sinon, si vous valorisez qu'un résultat, vous squeezez tout le chemin. Et vous arrivez par exemple avec des sportifs qui traversent mon cabinet, qui confondent résultat et identité. Si j'ai une médaille, je vaux quelque chose, donc je suis quelqu'un. Si je n'ai pas de médaille, je suis personne, je suis une merde. Donc ouais, l'amour conditionné, c'est plutôt délétère. Ça ne marche pas super bien. Ah, petit bug. Merci. Je comprends pas quand tu dis, ça dépend si les gens se remettent en question, mais c'est quand même complexe pour beaucoup d'adultes de se remettre en question, surtout quand la remise en question vient de leurs propres enfants. Je comprends pas exactement ce que tu veux dire.
Ah, par contre, oui, tu as raison. C'est-à-dire que, effectivement, le problème, c'est que tu reproduis souvent les schémas. C'est-à-dire que quand tu as vécu des traumas dans ton enfance, tu vas faire la même chose. Je pense à une nana qui, en fait, met la pression à sa gamine sur l'école, le machin, etc. Donc, la gamine a de grosses problématiques, notamment de troubles alimentaires. Et en fait, quand tu creuses, en fait, la mère, c'est sa mère qui lui a mis la pression. Mais en fait, il y a une chose qu'il faut comprendre. À aucun moment, je juge le comportement en disant la personne, elle est méchante. C'est pas une histoire de bon ou mauvais, en fait. En fait, vraiment, hein, à part les sociopathes qui prennent du plaisir et les psychopathes qui prennent du plaisir à faire du mal, vraiment, chaque être humain fait du mieux qu'il peut. Même quand il y a de la maltraitance, très souvent, la personne fait du mieux qu'il peut avec les capacités, avec ses traumas. Mais c'est pas parce que je fais le mieux que je peux que c'est excusable ou qu'à un moment donné, il n'y a pas des impacts, quoi. Après, c'est toi, dans ta responsabilité, comment tu fais pour changer ça. Mais j'entends que c'est pas évident et que c'est assez complexe. Vu l'heure qu'il est, on va passer directement au coup de gueule et on va aller assez vite parce que là, sinon, je pense que je vais faire 2 heures et on va pas éviter de faire 2 heures. Non, demain, je me lève à 4h30, j'ai un avion pour Bruxelles. Donc je ne peux pas finir à 23h. Je peux finir à 23h. Je vais essayer d'être rapide. Je vous ai dit qu'en fait, je traversais un peu une crise de sens, etc. Et il n'y a pas longtemps, j'étais à Cultura, je suis passé dans la région de Cultura. Et pour la blague, le rayon psychologie à Cultura est à peu près grand comme ça. Et le rayon développement personnel fait au moins 28 ou 30 étagères. Il y a des bouquins de partout, etc. Et il y a des guides d'autothérapie, il y a des bouquins sur utiliser votre cerveau grâce à l'auto-hypnose, il y a grâce à la méthode de rangement, votre vie va changer, vous allez être heureux. Enfin bref, tu rentres là-dedans et en fait, tu as des recettes et des baguettes magiques pour tout. Derrière, je vous garantis, c'était quasiment la même journée ce qui s'est passé. Derrière, je prends mon téléphone, je vais sur Insta et je tombe sur des tonnes de vidéos de développement personnel. Alors, c'est pas le problème, mais le problème, c'est quand tu as carrément maintenant des coachs sportifs ou des gens qui ont 3 formations qui te proposent des méthodes de développement personnel, d'accord ? Les mecs sont formés à faire des abdos et à faire des squats, pas du tout péjoratif, hein, ce que je dis, je viens de là, moi j'ai un master de préparation physique, et derrière, ils te font des formations de développement personnel ou de la prépa mentale. C'est pareil, j'ai vu ça, un préparateur mental, en fait, c'est un mec, il est ancien boxeur, il n'a aucun diplôme, et il te fait de la prépa mentale face à un sac de boxe, et il te fait taper dessus, et voilà, tu fais de la prépa mentale. Voilà, donc je suis face à ça, et je me dis... Et dans la même journée, où je vois une vidéo passer, je ne sais plus si c'est toi qui me l'as envoyé au livre ou pas, où je vois un hypno qui doit avoir 50 berges. Le mec, il est docteur en pharmacie, je crois. Il a 3-4 formations en hypnose. Et dans la vidéo, vous le voyez dire que il a inventé une technique qui permet d'aller en hypnose ultra profonde. Alors, il vous dit que, par exemple, lui, il a classé ça. Hein. Il y a l'hypnose profonde, il y a la DES, ultra DES, il y a l'hypnose... merde, c'est quoi? C'est Hellman et l'autre, c'est... je vais le dire trop vite. SDEL. Il y a les stades SDEL, SDEL 2, machin. Enfin, en fait, ça ne veut rien dire, concrètement. Pour ceux qui ont fait un peu d'hypnose et tout, je n'entre pas dans le détail. Mais tout ça, cette classification, elle ne veut rien dire. Et il vous dit que lui, il fait de l'hypnose profonde. Et tenez-vous bien, c'est là que ça devient drôle. Que grâce à ses suggestions, il est capable de faire rajeunir les gens. Que ces suggestions vont directement modifier les télomères de nos chromosomes pour faire en sorte qu'on rajeunisse, et que derrière, en plus, il fait des suggestions qui permettent de couper le lien à l'inconscient collectif pour plus qu'on se souvienne de notre âge. Et bien entendu, pour la démo, il a un mec à côté de lui qui est comme ça. Et tu regardes la vidéo, tu te dis c'est une blague. Et après, tu regardes le nombre de vues. On est à 250 000 ou 300 000 vues. On a au bas mot 100 000 personnes qui le suivent et des dizaines de commentaires qui disent « Waouh, votre travail, c'est génial, etc. » Et tu regardes tout ça, tu te dis « Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Qu'est-ce que moi, je fais là-dedans ?» C'est une vraie question. Hein. Qu'est-ce que moi, je fais là-dedans? Et le problème, c'est qu'en fait, le développement personnel nous a vendu un mensonge depuis plus de 20 ans, 30 ans même. Un mensonge qui nous fait croire qu'on peut tous avoir une vie de rêve, être riche en bonne santé, être aimé et avoir de la réussite. Et surtout qu'on peut faire ça comme ça. Et que tout dépend de nous, d'accord?
qu'on peut nager dans le bonheur de manière perpétuelle et infinie grâce aux méthodes. À cette méthode-là, à cette méthode-là, à cette méthode-là. Mais ce n'est pas tout. Si par contre, quand vous appliquez la méthode, ça ne marche pas, on va vous dire que ce n'est pas la faute de la méthode, mais c'est la vôtre. C'est vous. Vous qui ne faites pas bien, vous qui ne mettez pas assez de volonté, vous qui. En gros, si tu n'es pas heureux, c'est ta faute. Si t'arrive des malheurs, c'est ta faute. Et vraiment, je suis vraiment fatigué de ça. Alors, non, j'ai pas de problème avec le fait que chacun vende sa soupe, d'accord ? Il faut que des gens vivent, que chacun vende sa soupe, il n'y a aucun problème avec ça, j'ai pas de problème. Mais par contre, ce qui me dérange, c'est qu'on est dans un domaine, dans un milieu où on joue avec les faiblesses des gens, encore une fois. On utilise ces leviers, encore une fois, pour vendre, pour plumer. Si tu n'y arrives pas, achète le numéro 2, fais tel truc. Enfin, c'est une horreur. Et je pense vraiment qu'en fait, nos clients méritent plus que des baguettes magiques. Je pense vraiment que nos patients méritent plus que ça. Et encore une fois, l'idée, ce n'est pas de critiquer le développement personnel en tant que tel, c'est de critiquer la manière dont il est utilisé, les leviers qu'on utilise pour faire du mal aux gens, en fait. Et j'avais prévu de revenir un peu sur l'histoire de développement personnel, sur qu'est-ce qui est OK, pas OK. Je ne vais pas rentrer dedans. Il y a la soirée du vivant qui aura lieu au mois d'octobre qui traitera de ce sujet-là. Moi aussi, je vends ma soupe, hein, mais j'essaye de le faire avec un peu d'éthique et de cohérence, en tout cas ce qui me semble, moi, éthique et cohérent. Ce qui est dérangeant dans cette manière de faire, quand on vous dit si tu appliques cette méthode, ça marchera à tous les coups, et si ça ne marche pas, c'est ta faute, et le pire, c'est que des fois, ça peut marcher, c'est qu'en fait, ça va générer au mieux de la culpabilité, au pire de la frustration, et à un moment donné, les gens, ils vont se mettre des fois dans des postures de toute puissance également, d'accord ? Vous allez gérer des problématiques irrationnelles, vous tentez de gérer des problématiques irrationnelles avec du rationnel, d'accord ? Faire croire à une personne qu'elle peut tout gérer par son imagination, par son mental, c'est faux, quoi. C'est faux. C'est complètement faux. À un moment donné, on a certaines personnes qui ont des phobies complexes, qui ont des troubles du comportement complexes, qui ont des traumas complexes. Ce n'est pas vrai. On peut améliorer les choses, mais il y a un vrai travail. C'est un chemin qu'il y a à faire. Ensuite, se croire tout puissant grâce à une méthode, en fait, on va penser qu'on est invincible jusqu'au moment où tout explose. Et vous vous retrouvez avec des gens qui vous prennent la force à tout bout de champ. Avec tous ces courants masculinistes qui est en train d'arriver, là où il faut être un mâle alpha, c'est de la connerie sans nom. Et le problème, c'est qu'en fait, vous allez chez ces gens-là valoriser la force, valoriser la colère, et en fait, tu ne fais que monter et créer des effets délétères, d'accord ? Si vous avez des questions là-dessus, je rentrerai dans le détail, mais encore une fois, moi, ce qui m'indigne, c'est qu'on a une responsabilité. Quand on travaille dans notre domaine, on travaille avec de la vulnérabilité, on travaille avec des faiblesses et on doit respecter ça, on doit prendre soin. Et encore une fois, on n'a aucun pouvoir, on n'a que des devoirs. Et souvent, je dis, ça a été une discussion que j'ai eue avec Olivier, ce qu'on propose, ce qu'Olive propose dans son cabinet, ce que moi j'essaie de proposer au travers de mes conférences, des formations que je fais dans mon cabinet, en fait, c'est pas sexy, putain. C'est vraiment pas sexy. La thérapie incarnée, la manière dont on prône les choses, on essaye de... C'est pas sexy. Quand vous venez nous voir, nous, on ne vous promet pas allez, tu as plus de phobie en une séance, tu arrêtes de fumer en une séance, parce que c'est pas vrai. Et la problématique de ça, c'est que c'est pas sexy. Par contre, nous, ce qu'on essaye de proposer, c'est un chemin. Je dis souvent à mes patients, à mes stagiaires, qu'en fait, nous, on n'est que des Sherpas. Un Sherpa, c'est quoi ? C'est une personne qui fait le chemin avec vous. Il va porter quelques trucs pour vous, pour que le chemin soit un peu plus facile pour vous. Il va vous montrer des fois où il y a un danger, ou des fois il va vous arrêter en vous disant « Tiens, regarde, là c'est magnifique, prends le temps ». Mais un Sherpa, il va monter à votre rythme, et surtout, il ne va pas monter à votre place. Si à un moment donné, vous arrêtez de monter, le Sherpa, il va devoir l'accepter. On n'est que des Sherpas, en fait. Et donc, j'essaye de proposer de revenir à deux essentiels. La première question que je pose,
aux gens que j'accompagne. Parce que régulièrement, hein, j'ai le cas en tête, j'ai une nana que j'accompagne qui a des troubles du comportement alimentaire. C'est un peu complexe en ce moment. Et elle a vu passer une pub où on lui dit moyennant 900 €, tu vas avoir un programme alimentaire et derrière, moi, coach, je vais te suivre et je vais, grâce à mon suivi, tu vas perdre du poids et tu vas mettre de côté tes TCA. Et elle est venue me voir en me disant « Alain, qu'est-ce que je fais ?» Vous vous doutez bien que ce n'est pas avec un programme alimentaire et 2 SMS que vous allez régler des TCA. Et donc moi, la question que je leur pose à chaque fois, c'est qui est-ce que vous écoutez? Est-ce que la personne que vous écoutez, elle prône ou elle incarne? Déjà, rien que ça. D'accord? Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a tous envie de suivre quelqu'un, on a tous envie d'un mentor. Mais le problème, c'est que le développement personnel est plein de fausses promesses. La première des choses, encore une fois, à se poser comme question, c'est la personne que j'écoute déjà, est-ce qu'elle incarne ce qu'elle prône? Est-ce qu'elle le met en place elle-même? Et ensuite, est-ce qu'elle me propose une méthode ou est-ce qu'elle me propose un processus? Est-ce qu'à un moment donné, dans ce qu'elle est en train de mettre en place, elle me propose de l'autonomie? Il y a un mec que j'adore énormément qui s'appelle Louis Sansa, qui a écrit un super bouquin d'ailleurs. Alors, ce n'est pas lui qui l'a écrit, c'est un de ses disciples qui a écrit le livre qui s'appelle L'art du sentir. Et Louis Sansa, en fait, elle s'est arrêtée à quelle heure? Et Louis Sansa a dit la chose suivante: utilisez vos maîtres. Et je trouve ça génial, en fait. Lui, il dit, il a eu plein de maîtres spirituels, etc. Et il dit, en fait, la relation au maître, elle doit s'inverser. Ce n'est pas le maître qui doit vous guider, c'est vous, en fait, qui devez aller presser le maître pour récupérer du savoir. Vous devez utiliser. Par exemple, moi, en formation, la première chose que je dis à mes stagiaires, c'est « Petit 1, ne me croyez pas. Ne me croyez pas, ne soyez pas d'accord avec moi. Et petit 2, venez me chercher. Posez-moi des questions. Ne soyez pas d'accord avec moi. Venez argumenter. » Et là, c'est cool, parce qu'en fait, tu t'appropries les choses. C'est ce qu'on appelle apprendre à apprendre. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Et enfin, la deuxième chose, je l'ai dit un peu là, mais je vais le redire, c'est penser processus et non méthode. Dans la vie, tout est processus. Ce qui est important quand je forme les gens, c'est qu'ils comprennent les processus, parce que comme ça, tu te détaches des méthodes. Ce qui est important, c'est de comprendre le processus humain. Comment on se développe, qu'est-ce qu'on met en place. Et ce que nous, on propose en thérapie incarnée, c'est la première des choses, encore une fois, c'est d'arrêter de chercher des baguettes magiques et d'essayer d'apprendre à écouter les chants du corps, apprendre à écouter ce que votre corps vous dit, parce que ça nous permet de ressentir, d'incarner et de vivre. Si ça vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, je développerai vraiment ça sur la soirée du vivant qui aura lieu en octobre, le 5 octobre. Je vais essayer de démonter un peu tout ça. Parce qu'encore une fois, le monde du développement personnel n'est pas à jeter, c'est la manière dont il est utilisé. Et d'ailleurs, pour essayer de valider ça, je vais essayer de partager avec vous mon coup de cœur. Ce petit livre, je ne sais pas si on voit, ouais, on voit bien. Un livre qui s'appelle Le Bug Humain. Ça, typiquement, vous voyez, pour moi, ça c'est un vrai bouquin, entre guillemets, qui peut rentrer dans le développement personnel. Mais en fait, ce mec, Boller, c'est un docteur en neurosciences et il a rédigé, enfin il était rédacteur en chef de Cerveau et Psycho et plein de trucs. Typiquement, ce mec, il part de la question, ok, comment on fonctionne? Et il va vous expliquer un processus tout bête, c'est comment on fonctionne en tant qu'être humain. Et il montre qu'en fait, au centre de tout, il y a un processus de survie et que notre processus de survie nous pousse à 5 choses: à manger le plus possible, à rechercher du pouvoir, à se reproduire, à obtenir toujours plus de l'information et faire le moins d'efforts possible, tourner à l'économie, à la stabilité. Et il montre qu'à cause de ça, on part complètement en vrille en termes de société aujourd'hui. Et que une des grandes raisons pour lesquelles nos sociétés sont en train de partir en cacahuète, c'est à cause de ces 5 processus-là. Et que ces 5 processus amènent des bugs, amènent des dissonances cognitives et des biais cognitifs. Je vous encourage vraiment à le lire. Il se lit super, super bien. Et ça, typiquement, c'est pour moi un parfait guide
de survie à la jungle humaine, vraiment. Ouais, j'ai 2-3 commentaires. Ah, ça remonte sur l'école, le fonctionnement. Mais je suis tellement d'accord avec toi, l'école ne fonctionne absolument pas comme ça. L'école est une machine à produire des résultats. Là, je suis tellement d'accord avec toi. Un truc tout bête, ça m'a fait tellement rire. Pendant très longtemps, on a mis des notes aux gamins et à l'école primaire, on a dit on met plus de notes. Fini, on met plus de notes. Donc on a commencé à mettre des nains, des petits nains ou des petits bravos. Un bravo rouge, un petit nain rouge, un petit nain orange et vert. En gros, rouge c'est pas bien, orange c'est pas trop mal, vert t'as acquis. C'est quoi ça les gars? C'est des notes en fait. Hein. Donc oui, je peux être que d'accord avec ça. Apprendre à écouter les chants du corps, ça devrait être un adage. Exactement. J'ai fait une vidéo là-dessus qui est sortie. Bienvenue sur... Attends. Là où 45 minutes prévues finissent en 4 heures. Ouais, mais là ce soir je vais pas pouvoir. Mais putain, effectivement, en fait, je vais être obligé de trancher dans l'art et d'arrêter d'ici 10 minutes. Parce qu'en fait, là ça part dans tous les sens. Et puis j'ai prévu trop lourd. Mais effectivement, j'aime beaucoup. Oui, Cindy, écouter les chants du corps, c'est pour la petite histoire, c'est mon prof en fait de fac qui un jour m'a sorti cette expression quand on était en train d'essayer de comprendre ce qu'était l'hypnose au détour d'une conversation et je l'ai dit putain la phrase je te la récupère et aujourd'hui ça fait partie de mes adages et c'est ce à quoi j'essaye de former mes stagiaires et je me bats pour que mes patients le fassent. Ouais, effectivement, des élèves en pleurs à cause d'un point rouge ou enfin, c'est catastrophique, c'est catastrophique. Mais tu veux que je te dise, là, le pire, par exemple, tu me dis, les élèves, le point rouge, le pire, c'est Parcoursup. C'est-à-dire que là, alors déjà avant, moi, à mon époque, t'arrivais à 17 balais, à 16-17 ans, on te disait, il y a le bac, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, etc. Tu commençais déjà à être en panique. Alors là, maintenant, les gamins, ils sont en panique dès l'entrée au lycée parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils aient un dossier d'un autre monde pour espérer d'être sur des listes d'attente. Ça devient n'importe quoi. Moi, le nombre de gamins qui ont entre 15 et 17 ans que je retrouve sur mon fauteuil parce qu'ils ont pété les plombs, parce qu'ils sont terrifiés. Enfin, c'est hallucinant, hallucinant. Je pourrais faire une émission que sur ça, en fait. Que sur ça. Bon. Qu'est-ce que je fais? Théorie de l'attachement ou le sang n'est rien, le lien fait tout. Parce que j'ai pas le temps. Tiens, je vous pose la question. Est-ce que je fais 10 minutes? Théorie de l'attachement et... Ou je fais un truc sur la théorie de l'attachement, ou je fais un truc sur le lien qui est en correspondance avec ce que j'ai dit plus haut, et j'explique pourquoi le lien n'est rien et le sang fait tout. Qu'est-ce que vous en pensez? L'attachement. Ok, battez-vous. Je vais adorer Twitch en fait. Je me rends compte que je vais pouvoir lancer des clashs. Je vais vous dire battez-vous et c'est génialissime. Le lien, l'attachement. Ah putain, non, il n'y a pas 3 pour 2, il y en a 2. Alors, je ne sais pas qui tu es, c'est Bou, mais c'est pas parce que tu dis 3 fois le lien que ta voix compte plus que les autres. Il a dit plusieurs fois. Ouais. Et tu refais une émission. Ah, je vais être obligé de faire une émission. Je vais être obligé de refaire une émission. Putain, on est 2-2. Ah, c'est gentil. Ouais, c'est prévu qu'on fasse des émissions. Bon, bah écoute, 3 contre 2, 4 contre 2. Allez, le lien. Et puis, promis, je fais une émission. La prochaine, on fera un truc sur la théorie de l'attachement. Et je vous ferai un peu un truc chiadé. Je vous ferai en plus, vous aurez des animations pour comprendre l'attachement et tout. J'utiliserai des pop avec Sangoku, avec Chun-Li et tout, ça va être génial. Ça, c'est mon côté geek qui ressort. Le lien n'est rien et le sang fait tout.
On va finir là-dessus après. Et après, j'ai une belle métaphore pour terminer, que j'aime beaucoup. Et je vais commencer comme ça. Je vais prendre un instant parce que je vais vous proposer un autre livre. Ils sont où? Donnez-moi un instant. Hop, librairie. Ah ouais. Il y a un livre qui a été écrit il y a... Bienvenue chez vous. Oh là, oh là. Non, je veux juste le titre, merci. Voilà. Il est de quelle année ce bouquin? Il a déjà 7 ans. Un livre qui a été écrit par 2 femmes, bizarre, elles s'appellent Michel Créoff et Françoise Laborde. Le livre s'appelle Le massacre des innocents, les oubliés de la République. C'est un bouquin qui traite justement de la maltraitance enfantine et de comment l'ASE, les assistantes sociaux, l'État, enfin comment tout le monde merde en fait de manière incroyable et comment les enfants placés en fait sont complètement détruits. Et elle parle bien de ça à un moment donné, que en fait on est dans un système qui, depuis la nuit des temps, privilégie le sang, dit autrement les liens du sang. Parce que tu es mon père de sang, parce que tu es ma mère de sang, tu as des pouvoirs sur moi, c'est important, etc. Ça tourne. Et en fait, il faut savoir qu'au niveau de nos relations, ce n'est pas le sang qui prime, c'est le lien. Et je dis souvent qu'en fait, je propose cette phrase suivante. On est des êtres de spiritualité. Mais avant d'être des êtres spirituels, on est des êtres intellectuels. D'accord ? On est capable de... on a un langage articulé qui nous permet d'avoir des pensées, de créer des concepts, etc. Mais avant d'être des êtres intellectuels, nous sommes des êtres sensoriels. C'est-à-dire qu'en fait, 80% des voies nerveuses de notre corps sont dédiées au ressenti, à capter de l'information sensorielle. Et nous-mêmes, nous ne vivons que des sensations, d'accord ? Ou une grande partie de sensations. Mais avant d'être des êtres sensoriels, on est des êtres de lien. C'est-à-dire qu'en tant que mammifères, et encore plus nous, êtres humains, nous sommes des êtres de lien. Nos enfants, comme on l'a dit tout à l'heure, quand ils sortent, quand ils arrivent au monde, quand ils sortent du ventre de leur mère, ils ne sont pas autonomes, ils doivent être pris en charge par les parents, par la communauté. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fonction des ethnies qu'on étudie, mais également en fonction des mammifères qu'on étudie, bizarrement, ce n'est pas forcément les gens qui ont des liens de sang qui vont s'occuper des enfants. Dans certaines ethnies, dans certains groupes, chez certains groupes de mammifères, c'est l'ensemble de la communauté qui a la responsabilité des enfants. Et pourquoi je dis ça ? L'idée, c'est qu'en fait, nos pires bourreaux sont des fois ceux qui, soi-disant, nous aiment le plus ou nous poussent dans des retranchements à cause du sang. Pourquoi cette phrase est importante ? Le sang n'est rien, le lien fait tout. C'est qu'en fait, j'essaye de dire à mes clients, à mes patients, que si nos parents ont des devoirs vis-à-vis de nous, à l'inverse, nous, en tant qu'enfants, on n'a pas de devoirs vis-à-vis de nos parents. Et quand je dis ça, en principe, ça gratte beaucoup de personnes. Il y a plein de monde qui va me dire « Ouais, mais Alain, t'es un ingrat vis-à-vis de tes parents, des machins... des... » Non, 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 non. Je vais exprimer ce que je veux dire. De manière factuelle, de manière biologique, nous n'avons pas de devoirs vis-à-vis de nos parents. Nos parents ont des devoirs vis-à-vis de nous. Comme nous arrivons au monde et que nous ne sommes pas capables d'être autonomes, que nous n'avons pas la capacité de porter de manière pleine et entière notre responsabilité, nos parents, eux, sont obligés de veiller sur nous, obligés de nous donner de la sécurité. Et ce n'est pas grâce au sang, mais grâce aux liens qui vont nous donner cette sécurité. Et d'ailleurs, entre parenthèses, nos parents ont des devoirs vis-à-vis de nous jusqu'à notre majorité. Alors attention, la majorité, ça veut dire quoi ? Et ça, les nanas du bouquin le disent très bien. La majorité, ce n'est pas quand on a 18 ans. La majorité, c'est le moment où on est capable d'être autonome et responsable. Il y a 100 ans de ça, on était autonome et responsable à 14-15 ans. Aujourd'hui, on est autonome et responsable après 20 ans.
parce que la société a changé, parce que les études ont changé, bref. Mais en tout cas, nos parents ont un devoir vis-à-vis de nous, biologiquement, jusqu'à ce que nous soyons responsables et autonomes. Mais par contre, au moment où on est responsable et autonome, c'est terminé. Ils n'ont plus de devoir vis-à-vis de nous. Et à l'inverse, nous n'avons pas de devoir vis-à-vis de nos parents. Ce qui fait, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas aider nos parents. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas avoir des relations proches avec nos parents. Ça ne veut pas dire que nous devons renier nos parents ou ne pas les accompagner quand ils sont vieux. Ce n'est pas du tout ça que je dis. Je dis qu'à partir du moment où il n'y a plus de devoir, l'avenir de la relation parent-enfant, elle est dépendante du lien qu'on a créé. C'est-à-dire que moi, si aujourd'hui j'aime ma mère pas parce que c'est ma mère. J'aime ma mère parce qu'on a eu une relation ensemble. On a eu un lien qu'on a entretenu, qu'elle a entretenu. En fait, c'est le lien qui fait que, à l'âge adulte, plus tard, on va par exemple prendre soin de nos vieux. Parce que si on avait un devoir vis-à-vis de nos parents, ça veut dire que si demain mon père il est maltraitant ou ma mère elle est maltraitante, si à un moment donné mon père me viole, si à un moment donné ma mère me bat, ben j'ai quand même un devoir vis-à-vis d'eux. Eux n'ont pas rempli leur devoir, mais en fait pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, ces deux femmes qui écrivent ce livre en parlent très très bien. Aujourd'hui, on est dans un système juridique, on est dans un système sociétal qui met tellement en avant le sang et ses devoirs que pour arriver à déchoir le droit de parentalité à des parents, il faut arriver à des extrémités ultimes, et c'est souvent bien trop tard parce que quand ça arrive, les gamins, ils ont 15-20 ans, ils sont déjà détruits en fait. Et vous allez me dire, ouais, mais au niveau de la loi, Alain, on a des devoirs. Bien sûr, mais c'est ça que je remets en question. C'est vraiment ça que je remets en question. C'est qu'à un moment donné, moi j'ai le cas d'une cliente que je suis. Sa mère, elle a été complètement maltraitante. Arrivée à 18 ans, elle a dû se débrouiller toute seule. Elle a dû enchaîner les boulots. Elle s'en est sortie à peine. Aujourd'hui, elle a 35 ans. Elle est enfin heureuse. Elle a travaillé pour être autonome. Maintenant, sa mère, elle est malade. Les assistantes sociaux ont fait une action en justice et elle va devoir lui filer, alors pas beaucoup, 50 balles par mois. Mais vous vous rendez bien compte que ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent en fait. Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, ce n'est pas le sang, c'est le lien qui fait tout. À l'inverse, j'ai par exemple dans ma clientèle, dans ma patientèle, j'ai une nana qui a été adoptée à 6 ans. Elle vient d'un pays du Moyen-Orient, elle a été adoptée à 6 ans. Mais ses parents sont tout pour elle. Elle y tient comme à la prunelle de ses yeux. Et elle s'en fout du sang. Elle aime ses parents juste parce qu'il y a du lien. De la même manière, moi je suis beau-père. Mais alors ça veut dire quoi? Parce que je suis beau-père, j'ai pas de sang, je ne dois pas le traiter comme si c'était mon gamin? Mais non, en fait, pas du tout. Pas du tout. Ça veut dire que demain, si vous êtes beaux-parents et que vous faites un enfant avec la personne, vous avez votre enfant et vous avez votre beau-fils ou votre belle-fille et vous allez les traiter de manière différente. Mais non, en fait. L'idée, c'est qu'encore une fois, ce qui est important, c'est le lien. C'est le lien. Et la problématique de ça, de croire qu'on a des devoirs, mais à l'âge adulte, ça crée des trucs horribles, en fait. C'est que derrière, vous avez des gens qui ne vivent plus. J'ai une dame, moi, qui a 60 ans, qui, en fait, ne s'est jamais mariée, n'est jamais partie de la maison parce que sa maman était toute seule. Aujourd'hui, sa maman, elle a presque 90 ans. Elle a bientôt 60 ans, elle est bientôt à la retraite. Elle n'a jamais vécu. Et le jour où sa maman va mourir, elle va être toute seule. Et des exemples comme ça, je pourrais vous en donner des tonnes et des tonnes et des tonnes. Mais à un moment donné, bah oui, le lien fait tout, pas le sang. Et quand je vous parlerai de la théorie de l'attachement sur une prochaine visio, sur un prochain Twitch, je vous expliquerai qu'en fait, ce qui est important, c'est que nos enfants soient capables de se détacher de nous. Mais pour se détacher de nous, ils ont d'abord besoin d'avoir un attachement fort. En fait, on ne peut se détacher que s'il y a eu de l'attachement. Nos enfants, on ne les fait en fait que pour nous-mêmes. Sauf quand, encore une fois, ce sont des accidents, mais même là, il faut assumer la responsabilité si on va jusqu'au bout. Mais leur vie leur appartient en fait. On ne fait pas des enfants pour nous. Et
à partir du moment où en fait on va faire, je vous donne un exemple, je terminerai là-dessus, ces parents qui vont vous dire « Ah oui, mais moi, j'ai sacrifié ma vie pour toi ». Vous vous rendez compte ce que ça signifie? Ça signifie que si toi, ma mère, si toi, mon père, tu as sacrifié ma vie pour moi, ça veut dire qu'en fait, moi, j'ai une dette vis-à-vis de toi. Mais cette dette, je ne pourrai jamais. Ça veut dire qu'implicitement, tu attends de moi que je sacrifie également ma vie pour comment je fais, c'est mort. Comment on sort de tout ça? Et c'est là que ça devient très complexe. Encore une fois, le sang n'est rien, le lien fait tout. Et donc, moi, je vous encourage véritablement à cultiver des liens, mais également, quand les liens sont délétères et font du mal, vous avez le droit de les couper, en fait. Vous n'êtes pas dépendant du sang. Vous n'êtes pas dépendant du sang, c'est le lien qui est important. On arrive à la fin de l'émission. On arrive. Ça compte, mon chien, mais tellement mais tellement mais tellement nos chiens, en fait, sont des êtres vivants. Il ne faut pas oublier que l'être humain, il est en lien avec le monde, il est en lien avec lui, et il est en lien avec l'autre. Et ce qu'on appelle l'autre, ça va dépendre de ce que tu y mets. Il y a des gens qui, dans l'autre, vont mettre que les humains, il y a des gens qui, dans l'autre, vont mettre le vivant. Moi, je fais partie des personnes qui mettent le vivant. Ceux qui me connaissent, moi, je suis le thérapeute aux chiens. Enfin, d'ailleurs, aujourd'hui, vous venez dans notre cabinet, j'ai un chien qui est tout le temps avec moi, Olive, il est avec son chien également. Mais bien sûr que nos chiens, il y a des liens forts qui sont entre nous. Et très honnêtement, je préfère 100 fois ma chienne à plein d'autres êtres humains. D'accord? Donc oui, bien sûr. Bien sûr. Pour terminer cette soirée, j'avais envie de vous raconter une métaphore pour que vous compreniez à quel point, en fait, nous avons encore une fois des responsabilités vis-à-vis de nos enfants et pas des responsabilités, des devoirs et pas des pouvoirs. Désolé si j'ai été redondant à dire ça plusieurs fois, mais pour moi, c'était tellement important. Et je pense vraiment que si on comprenait une bonne fois pour toutes dans notre société que nous avons des devoirs et des responsabilités, qu'on n'a pas de pouvoir sur nos enfants, c'est l'entièreté de notre société qui change d'un coup. Juridiquement, socialement parlant, politiquement parlant, familialement parlant. Si on comprend ça, il y a tout qui change. Tout qui change. C'est la métaphore du chêne. Est-ce que vous avez déjà essayé de bouger un chêne qui a 20 ou 30 ans? Vous n'arriverez jamais à le bouger, ce chêne. D'accord? Il va être dur, il va être ancré, jamais vous le bougez. Maintenant, prenez un chêne qui a quelques semaines, qui est comme ça. Un simple souffle peut le détruire. Vous marchez dessus, vous le piétinez. Ça signifie quoi? Ça, c'est exactement ce que sont nos enfants. Plus nos enfants sont jeunes, plus ils sont vulnérables au traumatisme. Quand je suis petit, je suis un petit chêne. La moindre intempérie, le moindre pas peut m'écraser. Tout peut être plié, ça peut m'arracher. Et en fait, plus je grandis, moins je suis vulnérable à. Il y a des auteurs qui disent qu'en fait, la période de 0 à 6 ans est beaucoup plus importante que la période de 6 à 12 ans, qui elle-même est beaucoup plus importante que la période de 12 à 18, qui elle-même est plus importante que la période de 18 à plus. Ça signifie quoi? Si je reste avec mon chêne, si ce chêne, vous le protégez des intempéries, il va commencer à grandir et il va être de moins en moins sensible aux intempéries. Et quand il va devenir adulte, quand il sera un beau chêne bien fort, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas le couper, le cisailler, l'arracher. Sauf que pour le faire, la force de l'expérience traumatique devra être énorme comparée au début. Alors vous allez me dire, mais alors qu'est-ce qui se passe si quand j'ai été petit, j'ai vécu des traumas? On part en Bretagne avec ma femme, il y a 2 ans de ça, et je ne sais plus également où on est, il faudrait que je vous demande, je n'ai pas du tout retenu la géographie, mais à un moment, il y a une grande route, une grande ligne droite, et on passe, et je ne sais plus si c'est des chênes, je ne sais plus quel type d'arbre c'est, et vous avez des arbres en fait qui sont comme ça, qui sont penchés et qui remontent.
Et en fait, qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé que c'était un très bel exemple de, alors j'aime pas le mot résilience, mais en tout cas de cicatrisation des blessures, d'adaptabilité. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils étaient petits? Les arbres, ils étaient tellement dans le vent qu'ils ont poussé comme ça, poussé. Mais ils ont réussi à trouver un chemin. Alors bien sûr, c'est pas parce que vous avez vécu des traumas que vous ne vous en sortirez pas plus tard. Par contre, vous êtes d'accord avec moi que c'est beaucoup plus complexe de pousser quand l'arbre il fait ça, et potentiellement il est soumis à plus de dangers que quand j'ai un beau chêne bien massif. Donc encore une fois, souvenez-vous de ça, nous sommes responsables de la sécurité de nos enfants. On arrive à la fin. Je vous remercie, j'espère que je n'ai pas été trop pompeux, présomptueux. C'est très particulier de parler à une caméra. J'espère que je ne vous ai pas saoulé, que ça vous a intéressé. Je voudrais remercier Olive qui est derrière la caméra, mon acolyte de toujours, qui est présent dans toutes mes conneries et il va l'être de plus en plus dans les prochains Twitch. Il va prendre de la place, vous verrez. Dans les prochains Twitch, j'aurai également des invités, vous verrez, on va commencer. Enfin, il y a plein de choses qui vont arriver, on vous réserve quelques surprises. Donc merci à vous qui êtes les premiers à avoir suivi. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à nous expliquer ce que vous avez aimé, comment vous aimeriez qu'on voit les choses, qu'est-ce que vous aimeriez de différent, qu'est-ce qui était cool, enfin bref, on est ouvert, c'est la première. On aimerait que cette émission, elle prenne de la place. On aimerait qu'elle soit récurrente. Dans un premier temps, on va essayer de faire ça tous les mois. Et si ça marche, on essaiera de faire ça un peu plus, on verra un peu ce que ça donne. Et deux dernières choses. Mettez-moi aussi là tous les sujets que vous aimeriez qu'on traite. Voilà, dans Viens voir le doc, quels sont les sujets que vous aimeriez traiter, les questions que vous pouvez avoir. Allez-y, balancez, on traitera. Et enfin, dernière chose, j'en profite pour faire un tout petit peu de promo. 2 événements importants qui arrivent. Événement numéro 1, la soirée du vivant le 5 octobre, pardon. La soirée du vivant le 5 octobre à Toulon. Le thème, les fausses promesses du développement personnel. Venez nombreux, on va bien s'amuser. Et deuxième info, formation thérapie incarnée démarre en décembre. On a ouvert les inscriptions. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez des informations, si vous voulez participer à cette formation thérapie incarnée, si vous voulez vous aussi être formé à cette pratique. On vous accueillera avec grand plaisir. Je vous dis merci. Je vous souhaite une très très belle soirée. On reste à votre écoute et à très bientôt.